Moi, aujourd'hui, je considère que le travail est pour moi un moyen d'épanouissement. C'est un moyen d'épanouissement. Et ça a toujours été prouvé, le travail est un moyen d'épanouissement social. Pourquoi? Parce qu'à travers le travail, tu peux te réaliser. Il y a plusieurs personnes qui, à travers le travail, qui ont connu une ascension sociale. Il y a plusieurs personnes, moi je vais prendre mon exemple, aujourd'hui c'est à travers le travail que j'ai pu écrire ce livre. C'est à travers le travail que j'ai pu avoir les connaissances, avoir les compétences pour être apte d'écrire ce livre. Même le fait d'écrire ce livre, c'est un moyen pour moi de réalisation. Sur les lieux de travail, vous pouvez trouver des entreprises qui peuvent vous former dans des domaines que vous ignorez ou bien dans des domaines dans lesquels vous souhaitez vous aspirer grandir. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici your boy Abibsan et Moulusan. Bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. C'est avec un grand honneur aujourd'hui que nous recevons mon cher Ivan Mumba, qui est juriste, auteur du livre Droit social sénégalais, tout ce qu'il faut pour réussir une procédure disciplinaire. Ivan, bienvenue au cercle. Merci Habib, c'est un plaisir d'être là. Le plaisir est pour moi. En tout cas, félicitations pour ton livre et félicitations aussi pour tout ce que tu fais. J'avoue que c'est un travail de longue haleine pour écrire un livre. Ouais. Donc, depuis que j'ai démarré le mien, là, j'ai un respect absolu pour les gens qui écrivent. Merci. Pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous parler brièvement de toi, de tes origines et de ton parcours? Habib, merci encore pour l'invitation. Je suis honoré d'être là sur cette plateforme et je voudrais déjà commencer par dire bonjour à toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui. Pour faire simple, comme tu l'as précisé tantôt, je suis juriste, passionné de droit et de management des ressources humaines. Concernant mon parcours, il faut tout simplement noter que j'ai commencé en tant que juriste dans certains cabinets d'avocats ici à Dakar, notamment Lexicen et Ouda Law Firm. Et depuis 2019, j'exerce dans une entreprise de grande distribution que j'apprécie très bien et qui, à mon sens, est l'une des meilleures entreprises au monde. Vous avez donc compris que ce parcours, tant en entreprise qu'en cabinet d'avocat, m'a donné aujourd'hui une solide expertise dans le domaine du droit social, notamment en ce qui concerne les procédures disciplinaires. Et pour cette raison, j'ai décidé de publier ce livre intitulé Droit social sénégalais, tout ce qu'il faut pour réussir une procédure disciplinaire, afin de partager avec les professionnels et même les néophytes mes connaissances acquises en termes de droit. Ensuite, je suis aussi créateur de contenu sur LinkedIn. Je partage des informations pertinentes et j'échange avec plusieurs professionnels, notamment dans le domaine du droit et du management des ressources humaines. Voilà. Super. Et sinon, t'es d'origine sénégalaise ou... Alors, Parce que ton nom, ça... mon nom, effectivement, ça intrigue. Alors, moi, je suis congolais, je suis né congolais et j'ai grandi au Gabon. Ensuite, je suis venu ici au Sénégal pour faire mes études. Je suis tombé amoureux de cette nation que j'ai tellement appréciée et je rencontre chaque jour des personnes formidables, de merveilleuses personnes et du coup, j'apprécie chaque moment et chaque instant passé ici au Sénégal. C'est vraiment un plaisir. Voilà. Parce que quand j'ai vu Lumumba, je me suis dit, bon, peut-être il est le petit-fils de Patrice Lumumba. C'est pas loin. Mais c'est bien, c'est ça qui fait la... Effectivement. C'est ça qui fait la beauté du Sénégal aussi. Hein. Oui. C'est cette mixité, cette diversité. Moi aussi, j'ai beaucoup d'amis congolais. Emmanuel, que tu vois là, il est togolais. C'est ça la beauté de l'Afrique. Ouais. Maintenant, on va rentrer au vif du sujet. Bon, je vais représenter les néophytes, les gens qui ne maîtrisent pas un petit peu ce que c'est que le droit social.
Donc au début, peut-être je vais poser des questions basiques. Par exemple, ma première question c'est quels sont les tenants et les aboutissants du droit social? Ok. Alors, en ce qui concerne le droit social, il faut tout simplement, je vais le résumer de façon simple, hein. C'est cette Ok, branche du droit qui, en même temps, réunit le droit du travail et le droit de la sécurité sociale. Le droit du travail, c'est l'ensemble des règles qui accordent des droits aux salariés et qui met en place aussi des droits qu'on applique aux salariés dans le cadre de son activité professionnelle dans une entreprise. Le droit de la sécurité sociale, c'est un droit qui euh, tend plutôt à protéger socialement le travailleur. Donc, de façon simple, le droit social est cette branche de droit qui regroupe autant le droit du travail et le droit de la sécurité sociale. ok. Quand j'entends le droit du travail, j'imagine qu'on a la notion du contrat de travail. Donc, quand je dis contrat de travail, je veux dire le travail et le contrat. Ouais. Maintenant, le contrat, certainement, c'est juridique, Mhm. a une notion juridique. Mhm. Le travail, en d'autres termes, peut avoir plusieurs ramifications. Effectivement. Est-ce qu'on peut aborder d'abord cette notion de contrat et de travail avant d'entrer dans le droit social? Parce Alors, que je pense que quand j'entends le mot social aussi, mhm. il y a plusieurs choses qui me reviennent en tête. Je ne sais pas Mhm. si c'est fondé ou pas, mais on va y revenir. Mais d'abord, le contrat et le travail. Très bien. Ben, le contrat de travail, il faut tout simplement noter que c'est d'abord un contrat, hein. Un contrat, souvent lorsqu'on fait référence à un contrat, on se dit c'est une relation qu'on lie entre deux parties. Ça peut être deux parties ou ça peut être plusieurs autres parties. Mais dans le cas du contrat de travail, on peut noter que c'est une relation qui est liée entre l'employeur et le travailleur. Dans cette relation, il y a des obligations qui naissent. La première obligation, c'est que l'employeur, lorsqu'il contracte avec le travailleur, il dit, écoute, je mets à ta disposition tout ce qu'il faut comme outil, tout ce qu'il faut comme moyen pour que tu puisses exercer ton activité professionnelle chez moi, afin que, à la fin du mois ou à la fin de la journée, peu importe, je puisse te rémunérer. Donc la première obligation, c'est la rémunération. Et là aussi, nous avons parlé du fait qu'ils mettent à la disposition une activité, ils mettent à la disposition des outils et des moyens pour que l'autre puisse exercer son activité professionnelle. Donc, lorsque l'employé exerce l'activité professionnelle chez l'employeur, il fait ce qu'on appelle une prestation de service. Donc, l'autre élément, c'est la prestation. Ensuite, en plus de la rémunération et de la prestation, il y a un autre élément qui vient caractériser le contrat de travail. C'est le lien de subordination. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, Habib, tu es mon employeur. Nous signons un contrat de travail. Tu dis que tu me payes la fin du mois. Et tu mets tout pour que je puisse, par exemple, réaliser des podcasts. Donc ça, c'est la prestation. Ensuite, une fois qu'on a parlé de la rémunération et de la prestation, le troisième lien qui est le lien de subordination, c'est le fait que toi, tu puisses me donner des instructions. Toi, tu puisses me donner des ordres. Toi, tu puisses être en fait là pour diriger ou organiser mon travail. Donc, c'est ce qu'on appelle le lien de subordination, ce qui te donne à toi, employeur, le droit d'organiser mon travail, le droit de me donner des directives, le droit aussi même de me sanctionner lorsqu'il y a un pépin, lorsqu'il y a un souci. Donc, ce sont ces trois éléments qui caractérisent le contrat de travail, la prestation de travail, la rémunération et le lien de subordination. Une fois qu'il y a ces trois éléments, nous sommes dans le cadre d'un contrat de travail. Donc, Ok, je comprends, tu as bien expliqué la situation. Mais pour certaines personnes, par exemple, je suis d'accord que pour qu'il y ait un travail bien fait, il faut qu'il y ait une rémunération juste et équitable. On va revenir sur l'équité et l'égalité, ça c'est un autre débat, mais bon. Oui. Ouais. Ensuite, le lien de subordination, parce que bon, on ne peut pas en fait travailler dans un système qui n'est pas du tout organisé, où chacun fait comme il peut. Il faut qu'il y ait des liens de subordination, qui fait quoi,
qui est supérieur, qui est pas inférieur, mais qui dépend de qui. Oui. J'ai dit le mot inférieur ou subordonné. Plutôt, on est tous des collaborateurs. Oui. Et aussi, l'autre aspect, c'est quoi? La rémunération, c'est la prestation du travail. La C'est ça, la prestation, prestation oui, du la travail. prestation de travail, Ouais, la rémunération et le lien de subordination. ouais. Lien de subordination. Par contre, moi, je prends le travail comme quelque chose qui nous donne un sentiment d'utilité, un Oui. sentiment de cohérence Mhm. et surtout un sentiment d'acceptance et d'appartenance. Oui. Je pense que c'est pas pour rien que depuis la nuit des temps, les hommes en fait ont toujours préféré en fait aller au champ, aller Mhm. dans des batailles pour faire des activités, parce que tout simplement, non seulement sur le plan biologique, on est fait pour être tout le temps en mouvement, Oui. mais le travail aussi donne une certaine utilité, une certaine cohérence à notre vie. Oui. Donc, pour les gens, est-ce que tu as des conseils à donner pour les gens qui voient le travail tout simplement comme un outil de rémunération, alors que ça peut aller au-delà en fait de ça? Ça peut être un moment d'épanouissement, une opportunité d'apprentissage, de Oui. développement sur le plan personnel et professionnel. Parce que moi, vraiment, vraiment, ça m'importe. Je ne veux pas travailler juste pour être payé. Mhm. Je veux être en mesure de me développer personnellement, d'apprendre. Je veux être bien entouré, l'environnement du travail. Tout ça, c'est important. Ouais. Oui. Ben, écoute, Habib, c'est simple. Moi, aujourd'hui, je considère que le travail est pour moi un moyen d'épanouissement. C'est un moyen d'épanouissement. Et ça a toujours été prouvé, le travail est un moyen d'épanouissement social. Pourquoi? Parce qu'à travers le travail, tu peux te réaliser. Il y a plusieurs personnes qui, à travers le travail, qui ont connu une ascension sociale. Il y a plusieurs personnes, moi je vais prendre mon exemple, aujourd'hui c'est à travers le travail que j'ai pu écrire ce livre. C'est à travers le travail que j'ai pu avoir les connaissances, avoir les compétences pour être apte d'écrire ce livre. Même le fait d'écrire ce livre, c'est un moyen pour moi de réalisation. Sur les lieux du travail, vous pouvez trouver des entreprises qui peuvent vous former dans des domaines que vous ignorez ou bien dans des domaines dans lesquels vous souhaitez vous aspirer grandir ou vous souhaitez plus vous épanouir. Les entreprises peuvent vous donner ces moyens pour le faire. Donc, du coup, une fois que cela est fait, vous pouvez effectivement vous épanouir. Vous pouvez effectivement apprendre plus. Vous pouvez effectivement vous déployer. Vous pouvez, à travers le travail, découvrir des horizons auxquels vous n'avez jamais pensé, en fait. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, le conseil que j'ai à donner pour les personnes qui conçoivent que le travail, c'est juste un moyen pour avoir une rémunération, mon conseil, c'est de pouvoir penser le travail autrement. Il faut penser le travail autrement, réfléchir sur votre conception en vous disant quelle est la valeur que je peux tirer de mon travail. Une fois que vous vous posez cette interrogation, vous allez avoir plein de petites réponses. Quelle est la valeur que je peux tirer de mon travail? Est-ce que à travers mon travail, actuellement, je suis en train de me réaliser? Est-ce que à travers mon travail, actuellement, je suis en train de grandir? Est-ce que à travers mon travail, actuellement, je suis en train de m'épanouir, je suis en train d'apprendre? Ce sont des questions comme ça qui doivent vous conduire. Et une fois que vous vous posez ces questions, vous allez voir petit à petit qu'il y aura des petites solutions, il y aura des petites belles réponses qui viendront et qui vont commencer à vous donner un peu plus de lumière pour commencer à envisager votre travail autrement. Moi, le travail, je ne le vois pas comme un instant où je me lève le matin, je fais ce que j'ai à faire et je rentre chez moi. Je considère que même quand je vais au travail, je suis aussi chez moi parce que le travail, c'est un lieu où je vais pour m'épanouir, c'est un lieu où je vais pour faire des grandes choses, c'est un lieu où je me dis, je vais réaliser quelque chose qui va toucher le monde, je vais réaliser quelque chose qui va toucher la jeunesse africaine, je vais réaliser quelque chose qui va impacter et du coup, je vais au travail chaque matin avec cette détermination. Et chaque jour, je me dis toujours, qu'est-ce que je peux amener de nouveau qui va changer la direction de ma vie? Qu'est-ce que je peux amener de nouveau qui va changer la direction des personnes que je sers chaque jour? Et une fois qu'on répond à ces questions-là, on trouve un épanouissement dans ce qu'on fait. Donc, mon conseil aujourd'hui, ce serait de dire, mesdames et messieurs, envisagez votre travail autrement. Prenez un peu de recul. Asseyez-vous et dites-vous, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que je peux améliorer? Comment est-ce que je peux voir mon travail? Comment est-ce que je peux donner de la valeur à mon travail?
Comment est-ce que je peux changer les choses? Une fois que vous vous posez cette question, ben, vous allez voir que votre vie va changer complètement et totalement. Donc, c'est ça mon conseil par rapport à ta question, Habib. Non, je suis parfaitement d'accord. Et pour confirmer ce que tu viens de dire, c'est que même quand j'ai lu l'histoire et la biographie de pas mal de personnes qui sont reconnues, que ce soit Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, ils disaient souvent que quand ils recrutent de nouveaux employés, ils préfèrent des gens qui ont une vie après le travail. Parce que en même temps, c'est important aussi de trouver le juste équilibre. Par exemple, parfois, j'ai vu une citation, je pense que c'était hier, qui disait que c'était sur la devanture d'une entreprise, en fait, d'une multinationale ici à Paris. Et on avait écrit dessus, personne ne t'a demandé à nous donner ta vie, quoi. Ouais. Donc, ne viens pas, en fait, nous emmerder après. déjà, déjà, on t'a recruté pour faire un travail, mais on t'a pas demandé ta vie, quoi, tu vois. On ne veut pas que vous soyez là 24 sur 24, 16 jours sur 7, Ouais. que vous travaillez à tel point que vous n'avez plus de vie familiale, quoi. Ouais. En même temps aussi, on ne veut pas que vous restez à la maison, ne rien faire et ne pas se réaliser dans la vie. Donc c'est important de trouver le juste équilibre. Ouais. J'avoue que c'est pas facile, Oui. surtout pour les personnes ambitieuses qui pensent que c'est avec l'effort, c'est avec le travail Ouais. acharné Oui. que la reconnaissance ou que la Mais, récompense mais vient. excuse-moi, c'est même... En fait, oui, c'est ça. Comment tu fais cette danse, en fait? Comment tu jubiles entre ces deux mondes extrêmes? Oui, mais comment je jubile? Ben, dans la description que je fais concernant ma personne, déjà sur mon livre, j'ai précisé une chose, que je suis juriste et passionné de droit et de management des ressources humaines. C'est important de pouvoir, je ne dis pas que c'est obligatoire, mais je me dis que c'est important quand même. Lorsqu'on peut le faire, il faut qu'on le fasse. De pouvoir matcher sa passion avec son travail. Une fois que vous réussissez à faire le match entre votre passion et votre travail, à ce moment, vous n'allez plus sentir de poids par rapport à votre vie. Parce que peu importe ce que vous allez faire, que ce soit dans votre travail ou dans votre vie familiale, les éléments seront liés et c'est ce qui fait que vous n'allez plus avoir le problème qui concerne l'équilibre ou l'épanouissement. Parce que vous serez, que ce soit dans votre vie familiale, que ce soit dans votre boulot, vous serez effectivement toujours en train de vous réjouir et en train de vous épanouir. Après, effectivement, si on va un peu plus loin sur ce sujet, c'est qu'il faut, à un moment donné aussi, savoir prendre le break quand il faut, quand vous le sentez. Quand vous sentez que votre corps vous demande de le faire, vous faites le break. Vous prenez le temps de vous reposer. Vous prenez le temps pour vous-même. Vous prenez le temps pour vous ressourcer. Ça, ce sont des éléments importants. Mais moi, de mon côté, l'une des choses qui a fait que je puisse être épanoui dans ce que je fais, c'est que j'ai pu matcher ce que j'aime avec la fonction que j'ai. Parce que vous allez le constater, hein, il y a certaines personnes qui, lorsqu'ils ne réussissent pas à faire ce match-là, et qu'ils exercent par exemple une profession qui ne sont pas dans leur corde, une profession parfois même qu'ils dédaignent ou qu'ils n'aiment pas, ben c'est difficile. C'est difficile. Vous allez par exemple demander un service, ben, la personne va peut-être même vous insulter. Mais c'est tout simplement parce que la personne n'aime pas ce qu'elle fait. La personne n'aime pas ce qu'elle fait. Et même lorsqu'on n'aime pas ce qu'on fait, on peut aussi apprendre à aimer. On peut aussi développer la passion. Parce que la passion aussi, ça se nourrit. Hein. Vous pouvez nourrir une passion envers quelque chose. Comment est-ce que vous le faites? Vous vous dites, ok, je vais m'instruire un peu plus sur le sujet. Je vais essayer de voir quelles sont les perspectives dans ce que je fais. Je suis, par exemple, je prends un exemple tout bête, tout simple. Je suis chauffeur. Ben, je peux apprendre à aimer le métier de chauffeur. Comment le faire? Je vais apprendre à exercer le métier de chauffeur autrement. Je ne vais pas être comme tous les autres. Je vais me dire, je vais être un chauffeur autrement. Peut-être que je vais faire une différence dans le service que je rends. Peut-être que je vais faire une différence dans la façon avec laquelle j'accueille les clients dans mon véhicule. Donc, ce sont ces petites choses-là qui vont faire la différence. Et petit à petit, vous allez avoir le retour
que ce soit des personnes avec qui vous travaillez, vous allez avoir le retour, que ce soit de vos clients, et ces choses-là vont vous faire sentir différent. Parce qu'il n'y a pas un meilleur sentiment, à mon sens, que de rentrer chaque soir chez soi en se disant « j'ai fait ce que je devais faire, j'ai fait ce que je devais accomplir, aujourd'hui, je suis celui que je devais être ». En se disant ça, vous vous dites « j'ai donné un sens à ma vie ». Et donc, j'incite tout le monde à donner un sens à sa vie, à travers ce qu'il fait, à travers ce qu'il passionne, à travers ce qu'il conduit. C'est ça ma pensée sur cette question. Non, je suis d'accord, je suis parfaitement d'accord. Donc, parlons par rapport à la sécurité sociale. J'imagine que si on a mis en place cet aspect du droit, c'est pour protéger à la fois les employés et aussi leur devenir, genre ce qui se passe après la retraite. Oui. Est-ce que tu peux développer sur la notion de sécurité sociale et ses différents leviers? Oui. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir au niveau du Sénégal, c'est que on a des institutions qui sont là, qui ont été mises en place, notamment l'IPRES et la Caisse de sécurité sociale. Au niveau de l'IPRES, on gère tout ce qui est retraite, c'est-à-dire la vieillesse. Après un certain âge, effectivement, vous devez aller à la retraite et ce sont les cotisations que vous faites mensuellement au niveau de l'entreprise, parce que l'entreprise fait des prélèvements chaque fin du mois, ou du moins des retenues, je ne veux pas dire prélèvements, ce sont des retenues que l'entreprise fait, et l'entreprise verse une partie, et elle fait aussi une retenue qui est une partie qu'elle doit prendre effectivement sur votre salaire, et qu'elle envoie à l'IPRES. Et à partir de ça, vous avez un petit fonds, ou il y a quelque chose en tout cas qui est gardé pour vous, qui vous sera reversé notamment en termes de pension au niveau lorsque vous allez arriver à la retraite ou lorsque vous allez vieillir. Ensuite, l'autre branche, effectivement, c'est la caisse de sécurité sociale ici au Sénégal. Lorsque vous avez par exemple un accident de travail, lorsque vous avez par exemple une maladie professionnelle, ou déjà lorsque vous avez une maladie professionnelle, un accident de travail, la caisse de sécurité sociale est censée vous couvrir. Effectivement, il faut que votre entreprise déjà soit déclarée ou travaille avec la caisse de sécurité sociale ou verse ce qu'il faut comme cotisation au niveau de la caisse de sécurité sociale pour que vous soyez pris en charge. Ensuite, il n'y a pas seulement ça, il y a aussi les prestations familiales pour les femmes enceintes, pour les enfants des travailleurs. Il y a des prestations familiales qui sont là, qui sont mises à disposition pour les travailleurs d'une entreprise qui verse régulièrement tout ce qui est cotisation sociale au niveau de la caisse de sécurité sociale. Donc on peut retenir en résumé 3 éléments clairs. Le premier élément, c'est que l'IPRES gère la vieillesse au Sénégal. Et le deuxième élément, c'est que la caisse de sécurité sociale gère les accidents de travail et les maladies professionnelles. Ensuite, on a aussi les prestations familiales qui sont mises à disposition pour les travailleurs, qui accompagnent effectivement les familles des travailleurs et même les travailleurs eux-mêmes. Lorsque, par exemple, il y a la femme d'un travailleur, ou bien lorsqu'un travailleur, du moins, est en situation de grossesse, par exemple, il peut arriver mais on déclare cela et ensuite il y a des prestations que la caisse de sécurité sociale verse ou donne à la femme qui est travailleur et enceinte. Ok. Maintenant, quand on fait des coupes ou des retenues, on fait en fait 2 retenues différentes du genre. On prélève pour l'IPRES et on prélève pour la caisse, ou bien c'est une seule retenue? Comment ça se passe en fait? Est-ce que c'est séparé ou est-ce que c'est une seule retenue? Maintenant, c'est à la caisse et à l'IPRES de se gérer entre eux. Alors, aujourd'hui, je crois qu'au Sénégal, il y a eu une fusion qui a été faite entre l'institution de l'IPRES et la caisse de sécurité sociale. Mais dans tous les cas, ce qui se fait, c'est que ces institutions envoient effectivement des factures. Donc, ils savent concrètement ce qui est dû au titre des prélèvements ou des retenues pour la caisse de sécurité sociale et ce qui est dû en termes de prestations effectivement pour la vieillesse. Donc au niveau de ces institutions, ce sont des éléments qui sont
clairement identifiés, qui sont clairement préparés, identifiés pour que les entreprises puissent facilement faire les versements et qu'ils puissent accompagner leurs collaborateurs. En même temps, faut aussi préciser que cette coupe, en fait, le montant est partagé entre l'employeur et l'employé. Oui, Il y a effectivement. un montant qui est payé par l'employeur Oui, et une part qui est payée par l'employé. l'employé, clairement. Ok. Mhm. Mais je vais faire l'avocat du diable là. Moi, vu que je fais une formation en technologie alimentaire et aussi en santé et sécurité au travail, je connais des gens qui travaillent dans des industries, que ce soit chimiques ou agroalimentaires, où il peut y avoir souvent des accidents ou des presque accidents, des situations dangereuses. Oui, Mais après, quand je vois la manière qu'ils ont été pris en charge par la caisse, parfois même ils ne sont pas pris en charge, c'est quand même désolant, quoi. En même temps, j'ai appris qu'au niveau de la caisse de sécurité sociale, ils ont que 9 contrôleurs sur plus de 100 000 entreprises déclarées. C'est pas possible. Alors qu'ils sont tenus chaque année de faire des contrôles dans chaque entreprise pour vérifier le niveau de préservation de la santé et sécurité des travailleurs. C'est exceptionnel. ben écoute, Habib, moi je te dis, quand je suis venu au Sénégal, je dis que le Sénégal c'est l'un des plus beaux pays au monde. Ouais. Aujourd'hui, ça c'est un constat que tu as fait. Moi, je n'ai pas vérifié cela, mais je me dis aujourd'hui l'État du Sénégal fait ce qu'il faut et se bat aussi pour améliorer les conditions, que ce soit pour les travailleurs. C'est pas facile. Souvent aussi, on se dit non, ben, l'État ne fait pas ceci, l'État ne fait pas cela. Mais parfois, lorsque vous arrivez à certaines positions, vous vous dites ce n'est pas aussi facile pour les autres. Et à ce moment, il faut comprendre. Et à ce moment, il faut accompagner. À ce moment, il faut encourager. Donc, moi, aujourd'hui, par rapport à ce fait, je me dis, s'il y a du boulot à faire, il y aura peut-être du boulot à faire. Mais je pense que la responsabilité n'est pas nécessairement que de l'État ou que de la Caisse de sécurité sociale. Mais après, il faut aussi vérifier, est-ce que l'entreprise d'abord a fait son travail au préalable? Parce qu'on peut dire aujourd'hui, un travailleur n'a pas eu cette couverture qu'elle devait avoir de la Caisse de sécurité sociale. Mais est-ce qu'au préalable, il y a ce qui a été fait comme déclaration? C'est ça aussi. C'est la responsabilité aussi du travailleur de se rapprocher de son administration et de suivre avec son administration son dossier au niveau de la Caisse de sécurité sociale. En même temps, je ne sais pas si tu as suivi l'affaire. Je pense qu'il y a 1 an ou 2 ans, si je ne me trompe pas, l'IPRES avait déclaré un gain de quelques millions, quelques centaines de millions. Et c'est ça. Et je veux dire, la situation avait suscité un tollé dans le pays. Parce que l'IPRES n'a pas pour vocation de faire des gains ou des bénéfices. Son rôle, c'est d'équilibrer les charges et de payer en fait son dû aux personnes qui le méritent. Tu vois. En tout cas, c'est un débat qui me fascine. Et parfois, je vois des incohérences. Oui. Même moi qui n'ai pas un expert dans le domaine, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il ne faut pas faire des erreurs pareilles, quoi. Mais bon, c'est le Sénégal. Non, mais après ce que l'IPRES a, effectivement, c'est aussi pour accompagner les travailleurs. Donc, je ne pense pas que... Ils n'ont pas l'obligation de faire du bénéfice, non. Bon, après, je sais pas comment la communication a été dite. Est-ce que c'était vraiment des bénéfices? Ça aussi, il faut revoir. Tu vois, en fait, il faut revoir. Moi, je ne pense pas que ce soit ça. C'est pourquoi c'est très important d'aller d'abord à la source de l'information pour connaître ce qui a été dit concrètement. Parce que moi, je pense que l'IPRES, effectivement, a fait son travail au Sénégal en accompagnant les retraités. Ok, maintenant, est-ce qu'on peut aborder les discriminations? Je pense que quand on entend aussi le mot le droit social, oui. Je pense que forcément on sous-entend dedans la notion d'équité, d'égalité, oui. de justice et de parité. Oui. Moi, par contre, ça c'est mon avis personnel, je crois à l'égalité, c'est du genre que chaque personne doit avoir une opportunité, doit avoir une chance, peu importe son origine, sa race, peu importe aussi son appartenance religieuse. Oui. Par contre, l'équité pour moi, je ne pense pas qu'on ne peut pas
Je ne pense pas qu'on peut être tous équitable parce que pour moi, l'équité, c'est quelque chose qui est en relation avec l'effort fourni. Oui, bien Par évidemment. exemple, il y a des gens qui travaillent 40 heures par semaine, Oui, il y en a d'autres qui travaillent 100 heures par semaine. Et oui, ces deux catégories de personnes ne peuvent pas avoir les mêmes résultats parce que tout simplement, ils ne fournissent pas les mêmes efforts. De même qu'il y a des joueurs talentueux, il y a des joueurs qui jouent tous les matchs, il y en a d'autres qui ne jouent pas parce que ce n'est pas le même degré d'acharnement et de travail. Donc, quand on parle de discrimination, qu'est-ce que euh, ce mot t'interpelle quoi exactement? Et comment le droit social peut jouer un rôle sur la notion d'équité, d'égalité et de justice sociale? le droit social a toujours été là pour ça, hein, pour éviter les formes de discrimination et aussi pour effectivement plaider pour l'équité, que ce soit sur, sur les lieux du travail ou dans d'autres lieux. Alors, il faut noter une chose. On a les textes qui sont là, qui sont mis en place. Aujourd'hui, si vous allez dans le Code du travail, vous allez trouver dès les premiers articles des dispositions qui sont contre la discrimination, parce que tout découle aussi même de la Constitution du Sénégal qui interdit effectivement ces formes de discrimination. Et aujourd'hui, on a plusieurs textes, que ce soit les textes de l'OIT ou des textes ici au Sénégal. Donc, comme je viens de citer, notamment ici, on va dire quoi, le Code du travail qui interdit pas mal de formes de discrimination, que ce soit la discrimination à l'embauche ou toute autre forme de discrimination. Ce sont des choses qui ont été faites. Maintenant, je pense qu'on est arrivé au temps où on peut se dire, il faut qu'on fasse un bilan. Nous avons écrit des choses, mais est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça marche? Quels sont les éléments qu'on peut mettre en place aujourd'hui pour améliorer? Donc, c'est pourquoi je dis, il faut faire d'abord un constat, faire un bilan. À partir de ce bilan-là, on pourra se dire, ben écoute, voici ce qu'il y a à améliorer, voici ce qu'il y a à changer. Moi, je me réjouis parce que aujourd'hui, je constate qu'il y a de plus en plus, dans certaines entreprises, quand je vais sur les réseaux sociaux, je regarde, que ce soit ici en Côte d'Ivoire, je vois de plus en plus de femmes qui sont cadres et qui sont dirigeantes des grosses boîtes et de grosses entreprises. Et donc, c'est quelque chose qui me réjouit parce que je me souviens que des années auparavant, ce n'était pas le cas. Donc, pour moi, je me dis, il y a du progrès par rapport à cela. Il y a du progrès par rapport à cela. Mais après, c'est à nous, les Sénégalais, c'est à nous, les Africains, de mettre en place quelques autres outils ou quelques indicateurs qui pourraient mesurer l'impact de ce qu'on a mis en place comme texte par rapport à la discrimination, par rapport à l'équité et par rapport au traitement des personnes, que ce soit hommes et femmes, sur le lieu de travail. Donc, c'est un travail qui reste à faire pour beaucoup d'entreprises et je souhaite qu'à l'avenir, au Sénégal, qu'on puisse travailler un peu plus en profondeur sur ce type de sujet-là. Et par exemple, il y a la discrimination, par exemple, à l'embauche. Aujourd'hui, si tu vas faire un entretien, la discrimination à l'embauche. Ok, ok. Voilà. Imagine, tu vas faire un entretien. Toi, tu vas envoyer ton CV. Le recruteur, lui, il ne sait pas, par exemple, que tu es estropié ou bien que tu as une paralysie quelconque. Et le jour de l'entretien, il a vu ton CV, il s'est dit, ouais, tu es la personne qu'il nous faut. Mais le jour de l'entretien, finalement, il se rend compte que tu es estropié et que ça va peut-être poser problème à l'image de leur entreprise. Alors, il te reçoit quand même, hein. Il te dit, bon, ben, ça va, mais je vais réfléchir par rapport à votre poste et tout, parce qu'on a encore d'autres candidatures. Alors qu'il avait peut-être penché au départ pour ta candidature. Et finalement, il ne te retient pas. À ce niveau-là, comment est-ce que tu fais pour savoir que tu as été discriminé à l'embauche ou bien tu as fait l'objet d'une discrimination à l'embauche suite à ton handicap? Comment est-ce que tu le sais? Tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. En même temps, tu peux pas le prouver aussi. Tu ne peux pas le prouver. Donc, Ouais. c'est vrai que c'est interdit par les textes, mais tu ne pourras pas le prouver. Comment est-ce que tu vas le prouver? Comment, même si tu démarres, tu dis que tu vas en procès contre cette entreprise? Comment tu vas le prouver? Comment tu vas dire que ce monsieur-là, il ne m'a pas retenu parce que je suis estropié? Ou bien ce monsieur-là, il ne m'a pas retenu pour le poste parce que je suis enceinte?
Lui, il va te dire, non, moi, j'ai trouvé quelqu'un de plus compétent que toi. C'est pourquoi j'ai retenu cette personne par rapport au poste. Donc, c'est pourquoi je dis aujourd'hui, il y a beaucoup à faire. On a encore du travail. Ce qui a été fait est bien, est bon. Mais nous sommes aussi dans un monde qui change et qui évolue. Et je pense qu'on a encore du travail à faire, que ce soit au Sénégal et dans d'autres pays francophones. On a encore du travail à faire pour améliorer les conditions des travailleurs. Quand je parle des conditions, c'est notamment la situation des travailleurs concernant ce type de situation, ce type de cas que je viens de mentionner. On a encore du travail à faire par rapport aux discriminations, par rapport à l'équité. On a encore du travail à faire. Parmi ce travail, je pense que les indicateurs, des outils qui pourraient nous permettre de pouvoir mesurer ou voir comment est-ce que ces choses se font de manière pratique et comment est-ce qu'on peut les éviter pourraient aider les populations africaines. Je suis d'accord, je suis d'accord. En même temps, bon, je ne sais pas pour le Sénégal, je ne maîtrise pas les textes, mais je sais que dans pas mal de pays, ils obligent des quotas aux entreprises, par exemple. Oui. Oui. On leur donne un quota de personnes à recruter qui sont en situation d'handicap. Oui. Je pense que ça doit représenter entre 2 à 5% du personnel de travail, quelque chose comme ça. Oui. Mais je ne sais pas si ces textes existent au Sénégal ou pas. Oui, mais Habib, même à mon sens, et là je vais te partager mon point de vue, à mon sens, si on met un texte qui impose déjà une entreprise de prendre un certain nombre de personnes, on n'est plus aussi dans l'équité. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que c'est ça le rôle de l'État aussi. Parce que l'être humain est très complexe et il a ses propensions. Donc parfois, je pense que la meilleure solution, c'est de l'imposer, que ça soit pénal, quoi. Si on a mis en place des lois et des règlements, c'est parce qu'on sait que l'être humain, on ne peut pas le canaliser. Et d'une part ou d'une autre, il va faire une infraction. Donc, mieux vaut qu'on mette des sanctions dures et des sanctions en fait sévères pour les dissuader, quoi. D'accord, moi je comprends ton point de vue, je comprends ta position, mais moi j'aurais proposé qu'on puisse encourager. Alors, mais est-ce que l'encouragement a le même effet qu'une sanction? J'arrive, je vais t'expliquer. Vas-y. Alors, aujourd'hui tu as, je vais prendre un exemple, on prend l'exemple d'un pays fictif africain. On se dit juste qu'il y a là-bas, dans ce pays, des règles qui sanctionnent les entreprises qui ne respectent pas la loi en matière de droit du travail. Mais pourtant, dans ce même pays, tu vas trouver plusieurs entreprises qui ne respectent pas les droits du travail. Parce que peut-être cette entreprise, ce pays, peut-être n'a pas les moyens de pouvoir effectuer un contrôle sur tout le territoire national pour savoir qui respecte les lois ou pas. Donc là, effectivement, l'État aurait mis en place une politique de coercition, mais qui n'aura pas à long terme l'effet escompté ou l'effet attendu. Alors que si on encourage les entreprises à le faire en disant que si vous encouragez à l'inclusion sociale, si vous encouragez, autant pour moi, l'inclusion sociale, vous prenez des handicapés, ben, l'État mettra à votre disposition, par exemple, telle enveloppe. Ou l'État va vous accompagner sur tel aspect. Même une réduction fiscale. Voilà. Et moi, je pense que si on le fait, on va de plus en plus encourager. Moi, aujourd'hui, je suis OK sur ce sujet. Et je plaide et je milite pour ce sujet. Tout le monde doit avoir sa chance. Ce n'est pas parce qu'on a un handicap qu'on doit être marginalisé de la société. Tout le monde peut être handicapé du jour au lendemain. Je suis parfaitement d'accord. Tout le monde peut être handicapé. Tu peux sortir, tu prends un taxi ou bien tu prends ton véhicule, tu fais un accident. Tu es handicapé. Mais est-ce que ça va t'enlever ta connaissance aujourd'hui? Je suis d'accord. Pas du tout. Donc aujourd'hui, moi je pense que ce soit les personnes handicapées, que ce soit les femmes, que ce soit les femmes enceintes, tout le monde doit avoir sa chance. On doit donner la chance à tout le monde. Je plaide pour l'égalité hommes et femmes, je plaide pour la parité hommes et femmes, je plaide également pour l'inclusion sociale des personnes marginalisées, des personnes handicapées dans les entreprises. Parce que je pense que la connaissance ne dépend pas nécessairement de la condition physique d'un homme.
ou d'une femme. On peut être plus productif qu'une personne qui a tous ses membres, alors que nous, personnellement, on n'a pas nos membres. Ou du moins, on n'a pas tous nos membres, c'est ce que je veux dire plutôt. Mais on peut pourtant être plus productif. Parce que tout vient de là. Tout vient de là. Et c'est de notre rôle de faire sentir aux autres que malgré leur handicap, nous vous aimons. Malgré ta maladie, nous vous aimons. Et donc, on doit pouvoir accueillir ces personnes dans les entreprises. On doit pouvoir faire intégrer ces personnes aux entreprises. Donc, c'est très important qu'on fasse cela, qu'on se prête à ce jeu, qu'on se prête à cet exercice et qu'on soit la main tendue que Dieu a voulu envers ces personnes-là, que la société a tendance à oublier et à marginaliser. Mais je suis d'accord, mais ce que tu dis là, ça c'est l'idéal, c'est ce qu'on souhaite tous. Mais on est obligé de constater que la réalité en est d'autres en fait. Par exemple, là, tu viens de donner un exemple tout à l'heure de quelqu'un qui peut être discriminé au niveau du recrutement ou à l'embauche. Et en même temps, tu parles pour que tout le monde soit inclus, tout le monde. Tu vois un peu le contraste, tu vois un peu l'analogie. Oui. Ça veut dire que même si on est tous des êtres humains, on aimerait en fait qu'on soit tous égaux, équitables et que chaque personne puisse avoir sa chance. En même temps, la réalité est là en fait. Et c'est pour ça que je suis heureux que je ne suis pas un juriste. Parce que vous êtes appelés à mettre en place des lois et des règlements pour en fait réguler, pour gérer ces genres de débats. Tu vois, en fait, je vous compatis, je prie pour vous, parce que j'avoue que la tâche n'est pas facile. Oui. En tout cas, je n'aimerais pas être la personne qui doit réguler, qui doit façonner la société. Et c'est ça un peu votre rôle. Oui. Parce que vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde, en même temps, vous ne pouvez pas prendre en compte tout le monde. D'une part, même si je suis quelqu'un qui aime la justice, mais je pense que la perfection n'existe pas dans ce monde. Quoi. Oui, la perfection n'existe pas. Mais même si elle n'existe pas, on peut au moins se dire qu'on peut prendre des décisions. On peut prendre des décisions. Ce n'est qu'un choix. Ce n'est qu'un choix. Aujourd'hui, une personne, par exemple, avec un handicap ou à mobilité réduite, vous mettez à sa disposition un ordinateur. Il a un endroit où travailler. Par exemple, s'il occupe un poste de comptable, mais il peut bien faire son travail. Donc moi, je me dis aujourd'hui, pour chaque dirigeant d'entreprise, ce n'est qu'un choix. Vous vous dites, je vais prendre la décision aujourd'hui de mettre des indicateurs dans mon entreprise pour savoir un peu à quel niveau je suis dans mon entreprise par rapport à l'inclusion sociale. Qu'est-ce que mon entreprise fait par rapport à l'inclusion sociale? Donc, mettre en place des outils qu'il faut, mettre en place des indicateurs qu'il faut pour vous permettre de mesurer. Et ensuite, vous prenez les décisions. Vous pouvez, par exemple, décider tout simplement de dire que voilà, pour des candidatures, ou bien lorsque vous publiez une candidature ou une offre d'emploi, vous dites que vous encouragez, par exemple, moi je l'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a certaines structures qui le font, qui disent les candidatures féminines sont encouragées ou les personnes avec un handicap sont encouragées. Moi je l'ai vu. Donc du coup, aujourd'hui, ce serait juste une décision à prendre. Chaque dirigeant d'entreprise au Sénégal peut prendre cette décision et dire je vais encourager ceci, je vais encourager cela, mais en même temps, je vais aussi mettre des indicateurs qui me permettraient, moi, de pouvoir mesurer comment est-ce que j'évolue et comment est-ce que j'avance dans cette démarche. Aujourd'hui, il y a des structures qui accompagnent des entreprises. Il y a des ONG qui existent pour accompagner les entreprises sur ces sujets-là. N'hésitez pas à entrer en contact avec ces ONG. N'hésitez pas à vous faire assister sur ces sujets-là. Parce que peut-être aussi que vous aurez besoin d'accompagnement pour savoir comment est-ce que vous pouvez participer à l'intégration de ces personnes dans votre entreprise. Donc, moi, j'encourage les chefs d'entreprise, les entrepreneurs qui suivent ta chaîne, à pouvoir aller dans ce sens pour effectivement militer dans le sens de l'inclusion sociale au Sénégal. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Maintenant, juste j'aimerais avoir ton avis personnel aussi sur les discriminations au niveau des inégalités de richesse. Par exemple,
selon le dernier rapport du World Inequality Lab, Oui. les inégalités de richesse sont plus fortes aujourd'hui que jamais. Les Oui. 10% les plus riches détiennent 76% de la richesse mondiale, tandis que l'inverse, les 50% les plus pauvres n'en possèdent que 2%. Oui. Et cet écart ne cesse de grandir depuis des décennies. Oui. Donc, je veux avoir ton avis, parce qu'il y a certains pays, par exemple, pour gérer ces inégalités qui prônent l'augmentation des taxes et des impôts pour les personnes les plus riches. Il y a certaines personnes, en fait, certaines entreprises ou certains pays qui obligent, en fait, des dons à certains GAFA comme Amazon et autres. Toi, en tant que quelqu'un qui évolue dans le droit du social, dans l'équité, l'égalité et surtout la lutte contre la discrimination, quel est ton avis sur ce point et est-ce que tu as une solution à proposer? Pas Alors, pour éradiquer l'inégalité des richesses, je ne pense pas que ce soit impossible, oui. que ça soit possible, mais au moins de limiter en fait les dégâts, quoi. Alors, je souhaiterais préciser ceci déjà, c'est que la solution qui est souvent proposée, imposée aux GAFA de redistribuer leurs richesses, pour moi, ce n'est pas une solution. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit que même si vous prenez toutes les richesses des personnes les plus riches et que vous les redistribuez aux pauvres, attendez-vous à ce que ça revienne toujours entre leurs mains plus tard. C'est ça. C'est une question de mentalité, quoi. C'est une question de mentalité, en fait. Donc, du coup, moi, je ne pense pas que ce soit la solution de redistribuer forcément en prenant ce qui appartient aux riches, en le donnant aux pauvres. Ce n'est pas une solution parce que moi, je pense qu'il faut d'abord identifier le problème. Le problème se trouve où? Le problème se trouve dans l'éducation. Ok. Si tu n'es pas éduqué, tu ne pourras pas maintenir ce que tu as acquis. Il te faut une éducation. Il y a une éducation pour acquérir des choses, il y a une éducation pour maintenir une chose, il y a une éducation pour valoriser les choses. 3 éducations différentes. L'une des erreurs qu'on fait souvent à l'école, c'est qu'on nous enseigne tout, les mathématiques, la SVT, je ne sais même plus quelle matière, la religion, je ne sais plus. En tout cas, il y a plusieurs matières. Mais on vous enseigne même l'économie. On vous dit l'économie des pays, l'économie de... Mais on ne nous enseigne pas, nous, comment est-ce qu'on doit gérer nos finances. C'est pourquoi on va trouver dans notre société d'excellents banquiers, mais qui ont des difficultés financières dans leur vie personnelle. Parce qu'on n'a pas mis une emphase dans notre éducation sur l'éducation financière, la gestion des finances. Ça, c'est un aspect important. C'est pourquoi moi, je pense aujourd'hui que la solution à ce problème, ce serait d'éduquer les peuples. Vous devez éduquer les peuples, vous devez montrer comment est-ce qu'on peut, premièrement, d'abord, la première chose qu'on doit apprendre, c'est que comment est-ce qu'on doit travailler pour acquérir une chose, c'est-à-dire acquérir de l'argent ou des finances. On doit apprendre ça aux gens. Ensuite, comment est-ce qu'on peut faire pour... Parce que ce que tu acquiers, il faut aussi savoir comment le garder. Comment est-ce que tu dois faire pour le garder? Parce qu'il y a des gens qui peuvent... On prend un exemple. Tu donnes à quelqu'un maintenant 100 millions. Lui, il va se dire, ouais, c'est fini, j'ai réussi ma vie. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va se lever, Tu vas prendre 4 femmes. Voilà. Toi, épouses déjà. il prend tout ça et après... Ben, l'argent, il fait que dépenser. Mais tu dépenses. Mais l'argent finit tôt ou tard. Alors que si tu apprends, par exemple, à investir, ça veut dire que tu vas fructifier ou multiplier ton argent. Et c'est comme ça que tu gardes ta richesse. C'est comme ça que tu évolues. C'est ce que les personnes riches font. Donc, la première démarche pour moi vers la richesse par rapport aux nations ou par rapport aux populations, c'est de s'instruire. D'abord, s'intéresser à l'intelligence financière. Vous allez d'abord vous instruire, vous intéresser à l'intelligence financière. Et la deuxième chose, c'est de savoir comment est-ce que vous allez faire pour acquérir des richesses, c'est-à-dire acquérir de l'argent. Vous êtes chez vous, une fois que vous commencez à vous instruire, après vous êtes instruit, vous allez dire, bon, je vais acquérir des richesses, je vais chercher de l'argent. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux lancer un business ou je peux trouver un travail. Et une fois que tu as lancé un business, tu as trouvé un travail,
tu dois apprendre aussi peut-être à épargner. Parce que si tu trouves un travail, tu lances un business et que tu dépenses tout ce que tu gagnes, ben, tu vas tout le temps retourner à la même situation qu'avant. Donc, tu dois apprendre, par exemple, à épargner. Et après avoir appris à épargner, tu dois pouvoir apprendre à investir ton argent, apprendre à étudier des activités, étudier des business, lancer des choses qui vont faire en sorte que tu puisses multiplier ton argent. Aujourd'hui, moi, c'est ce que j'ai fait aussi avec ce livre. J'ai fait cela avec ce livre. C'est une activité entrepreneuriale aussi. Au-delà du fait que c'est du savoir que je partage, mais c'est une activité entrepreneuriale. C'est-à-dire, je me suis dit, je vais acquérir des finances. Et une fois que j'ai ces finances, ben, je lance mon livre. Ce livre, aujourd'hui, au-delà de ce qu'il est, c'est un produit qui est sur un marché. C'est un produit qui est disponible aux 4 vents et à l'harmattan. Donc, c'est une façon pour moi de multiplier mes finances. C'est une façon pour moi de multiplier mes revenus et de fructifier mes revenus. Donc, ce sont ces démarches-là. On pourra prendre plusieurs minutes sur ce sujet, mais là, je n'ai fait que partager des bribes sur le sujet de l'éducation. Donc, moi, aujourd'hui, ce que je recommande aux nations, c'est d'éduquer les peuples, parce qu'il y a plusieurs richesses dans le monde. Il y aura toujours assez de richesses pour tout le monde. On ne doit pas se dire que nous sommes pauvres parce que certaines personnes sont riches. Non, il y aura toujours assez de richesses pour tout le monde. Mais est-ce que nous sommes compétents et capables de pouvoir créer de la richesse, de pouvoir garder de la richesse, de pouvoir maintenir de la richesse, de pouvoir fructifier ce que Dieu a mis en nous? Ce sont ces éléments-là qu'il faut pouvoir maîtriser. Une fois que vous avez fait ça, ben, vous allez voir que votre vie va changer. Aujourd'hui, je prends l'exemple des Africains. Mais nous sommes dans le continent le plus béni au monde. Ouais. Je ne suis jamais allé en Europe. Je regarde l'Europe à travers les vidéos, mais je ne te cache pas que je me sens bien ici. Nous sommes dans un continent béni. Aujourd'hui, 24% des terres arables mondiales se trouvent en Afrique. Est-ce que tu te rends compte? Regarde les ressources minières que nous avons, l'or, le diamant, Mais attends, mais c'est un continent béni. Et on n'a pas encore développé nos pays comme en Europe. Ça veut dire qu'il y a encore des choses à faire. Donc, aujourd'hui, moi je me dis, la jeunesse africaine doit pouvoir prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit arrêter de rêver. Quand je dis rêver, c'est-à-dire rester chez soi en se disant « Ok, je vais réussir que quand j'irai en France. Ou bien ma vie ne sera belle que quand je serai aux États-Unis. Je n'ai rien contre les États-Unis. Je n'ai rien contre la France. Je n'ai rien contre la Chine. Je n'ai rien contre ces beaux pays. Mais je me dis, si nous, la jeunesse africaine, nous prenons la responsabilité de dire que nous allons faire de nos pays les plus beaux pays au monde, ben ces pays seront effectivement les plus beaux pays au monde. Parce que nous, on a tout ici. Parce que nous, on a la jeunesse. Est-ce que tu te rends compte que d'ici 30 ans, une personne sur 4 au monde sera un Africain? Est-ce que tu te rends compte que d'ici 2050, la population africaine va doubler? Ben, ça veut dire qu'on aura une main-d'œuvre forte, vaillante, pour booster l'Afrique à des meilleurs niveaux. Donc moi, aujourd'hui, je profite de ta plateforme pour encourager les jeunes Africains à pouvoir rêver de l'Afrique, à pouvoir rêver d'un meilleur continent, à pouvoir se dire « trop c'est trop, il faut que je sorte de mon rêve européen, il faut que je sorte de ce rêve-là en me disant « je suis ici en Afrique, j'arrête de rester là à ne rien faire, à être paresseux, mais je me dis si je dois commencer à réussir, je vais commencer à réussir ici. Plus tard, peut-être, j'irai en Europe. Plus tard, peut-être, j'irai aux États-Unis. Mais j'irai peut-être là-bas dans des bonnes conditions, en prenant un bon avion, en allant tranquillement. Et peut-être que j'irai là-bas pour développer de meilleures affaires. Peut-être que j'irai là-bas pour développer des partenariats. Donc moi, j'incite les jeunes Africains à pouvoir rêver de l'Afrique, à pouvoir rêver d'un meilleur continent, à pouvoir se dire « c'est possible ». Je vais réussir, je peux produire, parce qu'en chacun d'entre nous, Habib, Dieu a mis des talents incommensurables. Aujourd'hui, tu fais des podcasts, c'est suivi partout dans le monde. Aujourd'hui, j'ai produit un livre, mais ce sont des choses
que Dieu a mis en nous pour que nous puissions exposer et pour que nous puissions valoriser afin que le monde entier aussi puisse dire, écoutez, il y a quelque chose qui se passe en Afrique. Il y a quelque chose qui se passe en Afrique. Et désormais, vous allez voir que les gens feront le sens de, voilà, je dois aller en Afrique parce que je veux rencontrer Monsieur Habib Sall. Je vais aller en Afrique parce que je veux rencontrer Monsieur Ivan Boumba. C'est une ressource importante. C'est un monsieur qui a une pensée très positive, très intéressante. Je veux le rencontrer. Je veux échanger avec lui. Et vous allez voir que si on a de plus en plus de jeunes qui militent pour cette pensée, l'Afrique, je vous assure, sera le meilleur continent au monde. Oh mon gars, bien dit. Hein? Je n'ai pas voulu t'interrompre en fait, parce que tu étais à un autre niveau. Merci. Mais bien dit. Mais je suis d'accord avec tout ce que tu dis hein, sur les ressources de notre continent, sur le potentiel que regorge notre continent. Je pense que c'est ce que je dis tout le temps. Je pense que toutes les personnes qui sont passées sur le podcast, c'est des gens qui sont bienveillants, bien déterminés, ambitieux. Donc je ne serais pas surpris si 10 ans, 15 ans, ces personnes en fait dirigent le Sénégal ou même le continent africain. Je pense que la jeunesse est plus que jamais déterminée et bien instruite. C'est vraiment ce qu'elle veut. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Je pense que d'ici 10 ans, on aura beaucoup de changements dans notre continent. Et j'ai hâte d'être là, d'être à côté de toutes ces personnes et surtout d'amplifier les voix. Quoi. Ouais. Moi, l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé ce podcast, ce n'était pas pour parler, mais pour en fait montrer et démontrer à tout le monde que la jeunesse africaine a du talent, oui. La jeunesse africaine, elle est compétente. Et que surtout, on a des modèles de référence chez nous. On n'a pas besoin de chercher ailleurs. On n'a pas besoin de regarder les Elon Musk, les Jeff Bezos, les Bill Gates, alors qu'on en a chez nous. Donc, tout devrait commencer sur le plan local parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes principes et on n'a pas la même manière de voir le monde. Et je pense que notre sentiment de communauté, c'est exceptionnel et c'est à préserver à tout prix. Quoi. Oui. Ouais. Donc, Ivan, j'ai une dernière question. Vas-y. Quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde? L'une de mes plus grandes satisfactions à ce jour, c'est d'avoir déjà fait ce travail, faire le travail d'écriture, de publier et d'écrire. Pourquoi? Parce qu'on dit souvent que les personnes qui écrivent restent immortelles. Parce qu'on peut partir, mais nos écrits restent là. Mon impact aujourd'hui, ce que je voudrais avoir comme impact, ce sera effectivement sur la jeunesse africaine. Je voudrais pousser la jeunesse africaine à croire en eux, à se dire, nous ne sommes pas sur un continent désolé, nous ne sommes pas dans un continent perdu, où nous manquons de tout. Je voudrais aujourd'hui que de plus en plus de jeunes Africains s'investissent dans nos nations africaines. Ça peut être par l'écriture, comme je l'ai fait. Ça peut être par des podcasts, comme tu le fais. Ça peut être par autre chose. Mais si on se dit que dans ce qu'on fait, on peut être les meilleurs, on peut être la référence, on peut valoriser le continent africain sera meilleur. Et donc, mon impact, effectivement, ce sera de pousser les jeunes Africains vers cette vision-là, en se disant, c'est possible. On peut le faire en Afrique. On peut être qui on veut en Afrique. Nous avons pas mal d'exemples. Aliko Dangote, Tony Elumelu, il y en a plusieurs. On peut peut-être ne pas atteindre leur stature, mais on peut se dire, mais je peux faire ce que je suis supposé faire dans mon domaine. Je peux être un vendeur d'Ataya avec une différence. Est-ce que tu comprends, Habib? Donc, moi, aujourd'hui, mon souhait, c'est ça. C'est d'impacter la jeunesse africaine dans ce sens. C'est de dire à la jeunesse africaine, vous êtes capable. Ce continent est le vôtre. Si ce continent doit être bien représenté, si ce continent doit être bien perçu ailleurs, si ce continent doit être le paradis sur terre, c'est votre responsabilité, c'est notre responsabilité, c'est ma responsabilité. Et moi, j'ai commencé. Et j'invite de plus en plus de jeunes à faire comme toi, à faire comme moi,
à être productif. C'est simple. À être productif. On ne doit pas être dans des débats, je ne sais pas en fait, des débats bizarres, des débats qui n'ont pas de sens. Moi, je me dis, le débat que les jeunes Africains doivent avoir, c'est de se dire comment est-ce qu'on participe au développement de notre pays. C'est de se dire comment est-ce que nous, on contribue au développement de notre pays. Comment est-ce qu'on peut améliorer les conditions de notre pays. Et si chacun le fait, je t'assure, si chacun fait son petit effort, si chacun fait son meilleur, ben, on vivra la meilleure vie. Parce que comme je l'ai dit tantôt, ou comme je l'ai dit précédemment, nous sommes sur un continent béni. Nous sommes sur le plus beau continent au monde. Et j'aime l'Afrique, j'aime le Sénégal, j'aime ce pays. J'aime les Sénégalais et je suis fier d'être là aujourd'hui et je suis fier d'avoir produit ce livre pour les Sénégalais aussi. Donc, je suis fier de cela et je suis content pour cette opportunité et pour cette plateforme. Et je voudrais te remercier du fond du cœur parce que tu as aussi rendu cela possible. Merci beaucoup, Habib. Non, le plaisir est pour moi. C'est toujours un honneur de discuter, d'échanger et surtout d'apprendre auprès des experts comme toi. Merci. Donc, le plaisir est pour moi. Donc, pour les gens qui nous écoutent, comment ils vont entrer en contact avec toi et comment ils vont aussi acheter le livre, le lire et le partager sur les différents réseaux. Très bien. Ben, écoutez, le livre, il est disponible aujourd'hui dans les différentes librairies, c'est-à-dire les 4 vents, au Plateau et à Mermoz, et aussi à l'Harmattan. Une fois que vous allez là-bas, ça c'est pour ceux qui sont au Sénégal. Très bientôt, nous allons rendre le livre disponible sur Amazon. Vous pouvez être en contact avec moi sur ma page LinkedIn. J'ai Ivan Bumba. Vous allez sur LinkedIn. Vous pouvez rentrer en contact avec moi, m'écrire. J'échange souvent avec tout le monde. J'échange avec tout le monde. Peu importe l'heure, vous m'écrivez. Je serai là. Si je ne suis pas au travail et que si je ne suis pas full, je prendrai le temps de répondre. Donc, on rendra le livre disponible sur Amazon pour ceux qui ne sont pas au Sénégal. Et même lorsque vous n'êtes pas au Sénégal, pour le moment, une fois que vous rentrez en contact avec moi sur LinkedIn, que vous m'écrivez, il y a mes contacts là-bas. Je pourrais vous envoyer le livre où que vous soyez. Récemment, il y a un lecteur au niveau de Ziguinchor qui m'a contacté et qui m'a dit qu'il voulait le livre. Et j'ai tout fait pour le lui envoyer. Et j'ai aussi un autre lecteur qui est au Cameroun, qui a décidé de se procurer le livre. Actuellement, je suis en train de faire tout ce qu'il faut pour envoyer le livre au niveau du Cameroun. Donc n'hésitez pas, je me suis rendu compte que le livre apparemment n'intéressait pas que les nationaux, mais il intéresse aussi, il intéresse aussi les gens à travers le monde. Donc n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez un besoin. Je vais tout faire pour vous faire parvenir le livre. Ok, super. En tout cas, merci beaucoup. Et moi aussi, je vais mettre tous ces détails, les identifiants, les pages des différentes librairies sur les show notes comme d'hab. D'accord. Il suffit juste de cliquer et vous aurez toutes les informations. Comme ça, vous pourrez aussi suivre Ivan. En tout cas, à tous mes auditeurs et à tous mes téléspectateurs, je suis reconnaissant envers vous. Le fait que vous prenez votre temps précieux pour m'écouter ou pour écouter mes invités, je ne prends pas ça à la légère, je suis super reconnaissant. Et pour les gens qui sont nouveaux ici, n'hésitez pas de vous abonner parce que c'est la meilleure manière pour nous de suivre le monde et la pertinence des différents sujets. C'est pour mon honneur, comme toujours. Ivan, merci beaucoup, c'est gentil de la part. À la prochaine, en attendant, soyez